C'était très émouvant, c'était un moment très très fort. Je suis attaché à cette culture, je suis attaché à cette civilisation, je suis attaché à tout ce que notre terre européenne peut nous dire. Dans le cas de mon oncle, l'exemple qu'il exerce sur la famille lui vient de lui-même. Il ne cherche pas à donner l'exemple, il est un exemple. Je vais vous dire, pour moi, c'était plus facile que pour d'autres, parce que j'ai été élevé dans la tempête. Ma mère, vous savez, était une femme très forte, très énergique. On n'a jamais pensé que ce personnage, pourtant connu et aimé en Autriche, ait droit à des funérailles étatiques. Quand moi je fais quelque chose, c'est pas Georges qui fait quelque chose, c'est le Habsbourg qui fait quelque chose. Alors si je fais quelque chose de bien, ça c'est bien pour toute la famille. Mais si je fais quelque chose de mauvais, c'est aussi mauvais pour toute la famille. Voici l'archiduc Otto de Habsbourg, est né d'une famille qui a régné pendant des siècles sur une grande partie de l'Europe, à commencer par l'Autriche. À 95 ans, Otto continue de jouer un rôle majeur dans la politique européenne. Ses enfants ont suivi son exemple, notamment son fils cadet Georges, qui exerce de hautes responsabilités dans l'État hongrois. Quant à Katharina, qui est en quelque sorte l'historienne de la famille, elle est une des nièces d'Otto et donc la cousine de Georges. Katharina est la petite-fille du dernier empereur d'Autriche. Depuis qu'elle a épousé un jeune aristocrate italien, le comte Secco d'Aragona, l'archiduchesse Katharina vit à Brescia, près de Milan, où elle élève ses 2 enfants. Étant petite, on me parlait assez fréquemment de l'histoire de ma famille, mais je pense plutôt sur des personnages clés tels Charles Quint, l'impératrice Marie-Thérèse. Ces femmes dont j'écris l'histoire, elles ont été souvent oubliées et souvent délaissées, et c'est justement ça qui m'a intéressée, c'est de parler d'elles. Le personnage de mon second livre, qui est Marie-Antoinette, évidemment me tient fort à cœur parce que un personnage dont on parle beaucoup dernièrement. Certainement, je pense qu'en écrivant sa vie, j'ai senti qu'elle était très proche, qu'elle faisait partie de moi. Ce qu'on appelle, je crois en français, l'appel du sang, non? Ce qui veut dire qu'on sent courir dans ses veines celui de ses ancêtres. C'est vrai qu'on a dit que je lui ressemblais. Espérons que je ne fasse pas la même fin qu'elle. Cette jeune et belle archiduchesse qui joue au ballon avec ses enfants quand elle n'est pas rivée à son ordinateur est une jeune femme éminemment moderne, mais qui pour autant reste respectueuse des traditions. C'est vrai qu'a priori ça peut surprendre, mais cette famille de Habsbourg, originaire de Suisse, a plus d'un millénaire, et elle s'est hissée sur le trône impérial il y a tout de même plus de 7 siècles. Mais la puissance de cette famille a connu son apogée au XVIe siècle, avec la personnalité de Charles Quint, qui était à la fois le roi d'Espagne et l'empereur du Saint-Empire. Et à partir de leur base autrichienne, les Habsbourg ont régné sur toutes sortes de peuples et de régions. C'est sans doute ce qui explique qu'ils parlent si bien toutes les langues, parfaitement et sans accent. Sans remonter à Charles Quint, la lignée des grands souverains autrichiens depuis Marie-Thérèse, la mère de Marie-Antoinette, est impressionnante. Le plus long règne aura été celui de François-Joseph, le mari de l'impératrice Élisabeth, et le père de l'archiduc Rodolphe, retrouvé mort à Mayerling. Ses successeurs, l'empereur Charles et l'impératrice Zita, seront les derniers souverains régnants de la famille. Leur fils, l'archiduc Otto, est ancien député de l'Allemagne, et non de l'Autriche, au Parlement européen. Nous l'avons rencontré chez lui à Pöcking, en Bavière. Vous savez, quand on a à porter un nom, il faut tout de même penser aux ancêtres avec lesquels on a une responsabilité. Ils ont beaucoup fait dans l'histoire et il ne faut donc pas être indigne d'eux. C'est ça ce qui compte. Vous savez, il y a une chose qui me plaît beaucoup au Japon, à l'ancien Japon notamment.
À cette époque-là, et c'était le contraire de ce que nous avions. Comme vous le savez, quand un homme avait fait quelque chose d'exceptionnel et qu'il était anobli en même temps tous ses ancêtres, mais pas ses descendants, parce que les descendants devaient le reconquérir. Et c'est très vrai. Et naturellement, il faut toujours penser que quand moi je fais quelque chose, c'est pas Georges qui fait quelque chose, c'est le Habsbourg qui fait quelque chose. Alors si je fais quelque chose de bien, ça c'est bien pour toute la famille. Mais si je fais quelque chose de mauvais, c'est aussi mauvais pour toute la famille. Une des rares réussites que j'ai eues dans ma famille, c'était que tous mes enfants parlent au moins 4 langues. Et mes petits-enfants commencent aussi. Maintenant, elle apprend l'hongrois et l'allemand. Elle est incroyable parce qu'elle sait avec qui il faut parler en hongrois, avec ces petites choses qu'elle sait déjà dire. Avec nous, elle parle en allemand. Et ce qui me fait beaucoup de plaisir, quand elle parle avec leur petite sœur, elle parle en hongrois avec elle. Et ça me plaît beaucoup quand elle parle avec sa petite sœur en hongrois. Mais naturellement, que ça ne reste pas avec ces 2 langues, qu'elle apprend le français, l'espagnol, l'anglais, et parce que ça, c'est une chose qui est très, très importante aujourd'hui. Cosa fai? Ma non si fanno quelle cose lì. Nein, cookie. Sei birichino. Allez. Je suis la petite dernière dans la maison des Habsbourg. Je suis la 33e des petits-enfants des derniers empereurs d'Autriche, Charles et Zita. Et maintenant que nous sommes presque tous mariés, on fait une grande famille, et surtout en arrière-petits-enfants, parce qu'on est près de 200 descendants de l'impératrice. Grâce à une politique habile de mariages et d'alliances, la double couronne d'Autriche-Hongrie avait fini par réunir sous son aile un grand nombre de territoires et de peuples. L'incarnation de cette mosaïque, en quelque sorte le père de tous ces peuples, était l'empereur François-Joseph, dont l'effigie demeure très présente à Vienne. Vous savez, François-Joseph avait une signification considérable. Pour une raison aussi, c'est qu'il a gouverné si longtemps. Regardez, la plupart de ses sujets sont nés sous lui, ont vécu sous lui et sont morts sous lui. Alors, c'était un peu le Dieu le Père, vous savez, de l'entreprise. Mais ça, vous le trouvez partout. Que vous alliez à Sarajevo, en Bosnie, ou à Budapest, ou à Vienne, c'est partout la même chose. La Hofburg est le palais d'hiver des Habsbourg. Pour nous guider jusqu'aux appartements de l'empereur, nous avons suivi Georges Touzenis, attaché culturel à l'ambassade de France à Vienne. Personne ne connaît mieux que lui le protocole jadis en vigueur à la cour de François-Joseph. Il faut savoir que le protocole de la cour de Habsbourg, qui était extrêmement rigide, c'était ce qu'on appelle le protocole espagnol. Et les Habsbourg avaient hérité ça de Charles Quint, de la cour d'Espagne. Et donc, si vous voulez, l'empereur avait un horaire, une vie extrêmement réglée, systématiquement par le protocole. Et même sa vie privée, par goût lui-même, était un homme extrêmement modeste, d'une certaine manière, dans ses envies. Et lui-même était probablement le premier fonctionnaire de son empire. Il se définissait comme ça. Et c'est un homme qui travaillait véritablement beaucoup. L'empereur, malgré l'aspect très fastueux de cette table, était un homme extrêmement frugal. Il mangeait extrêmement vite, en général toujours la même chose, du Tafelspitz ou du Kaisersmarren, deux préparations tout à fait particulières et viennoises. Et en général, surtout quand il y avait des très très grands couverts, les autres convives n'avaient pas le temps véritablement de consommer leur repas puisque l'empereur avait fini, donc il se levait, donc on était obligé de se lever. Ce qui a fait la fortune du pâtissier Demmel qui est juste derrière ici parce que comme on sortait des dîners impériaux affamés, il fallait courir quelque part pour se restaurer.
1852, François-Joseph avait épousé la fantasque Élisabeth de Bavière, plus connue sous le nom de Sissi. La personnalité de l'impératrice est complexe, et la mélancolie l'emporte lorsqu'à Mayerling, son fils Rodolphe meurt dans des circonstances demeurées obscures. Au matin du 30 janvier 1889, à 32 km de Vienne, dans le pavillon de chasse de Mayerling, on découvre officiellement le corps de l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie, Rodolphe de Habsbourg-Lorraine, mort, et on ne dit pas tout de suite qu'à côté de lui se trouve sa soi-disant maîtresse, la jeune baronne Marie Vetsera, qui avait à peu près 16 ans et demi. Alors, dès le début de l'après-midi, les journaux sortent des éditions spéciales bordées de noir, et ce qui est très intéressant, c'est que le doute s'empare de la population et de l'opinion immédiatement. J'ai relevé jusqu'à 17 thèses et explications différentes. En 1982, l'impératrice Zita m'a fait une confidence qui m'a empêché de dormir pendant plusieurs nuits, que je n'ai pas révélée à sa demande avant qu'elle ne le fasse à la presse autrichienne. L'impératrice Zita supposait que Clémenceau était à l'origine du drame. Il faut tout de même rappeler que le jeune Georges Clémenceau, en 1867, s'était réjoui que l'empereur Maximilien du Mexique, l'oncle de Rodolphe, fut fusillé en écrivant une lettre, dont j'ai un exemplaire. « Je hais tous ces empereurs, ces rois, ces princes, ces archiducs. Je les hais comme on haïssait ce tyran de Louis XVI. Entre eux et nous, c'est une question de vie et de mort. » Depuis la mort de l'archiduc Rodolphe, l'héritier désigné de François-Joseph était son neveu, l'archiduc François-Ferdinand, un homme au caractère trempé, depuis toujours favorable à l'Allemagne. Mais la tendresse du vieil empereur allait plutôt au numéro 2 dans l'ordre de succession, le francophile archiduc Charles, qui en 1911 allait épouser la jeune Zita de Bourbon-Parme. Les Habsbourg, comme toutes les dynasties de la vieille Europe, font des mariages qui sont des mariages politiques. Or, ce mariage politique avec Zita de Bourbon-Parme va être aussi un mariage d'amour. C'est un mariage sentimental, ce qui est assez exceptionnel à l'époque. Les relations entre François-Joseph et son petit-neveu Charles seront d'autant plus chaleureuses que l'empereur François-Joseph va éprouver pour la princesse Zita une affection toute filiale, grand-paternelle en quelque sorte, qui va donc rapprocher le futur couple impérial du vieil empereur. Après l'assassinat de François Ferdinand en 1914 à Sarajevo, c'est ce couple trop jeune qui va devoir s'apprêter à succéder à cet empereur trop vieux. Ma grand-mère, et je crois que ça c'était aussi dû à sa profonde foi, n'a jamais connu l'amertume. Jamais. Je me la rappelle devant la télévision où elle regardait le départ d'une fusée spatiale et elle me disait « Mais tu te rends compte, moi j'ai été élevée avec les calèches et je vois maintenant la fusée qui va sur la Lune, c'est impressionnant. » Mais c'était une femme très positive. En 1916, après 58 années de règne, François-Joseph s'éteint donc. Et avec lui, le feu sacré qui tenait ensemble les peuples du vieil empire. Je me souviens d'ailleurs très bien, mes souvenirs, disons, politiques commencent avec l'enterrement de l'empereur François-Joseph, auquel j'ai participé. Je me souviens très bien, parce que j'avais connu l'empereur François-Joseph. Mais enfin, ce sont comme des petites images. Surtout les grandes personnes qui m'entouraient, parce que moi j'étais le plus petit dans le cortège. C'était tout de même un personnage extrêmement impressionnant. Cet enfant que vous voyez aux côtés de l'empereur François-Joseph d'Autriche n'est autre que le jeune archiduc Otto de Habsbourg. Son père, Charles, n'était absolument pas destiné au trône, puisqu'il n'était alors qu'un des petits-neveux de l'empereur François-Joseph. Pourtant, 2 drames vont faire basculer son destin. Le premier, en 1889, c'est la mort du prince héritier Rodolphe à Mayerling. Et le second, c'est la mort de l'héritier François Ferdinand en 1914 à Sarajevo. Or, le vieil empereur François-Joseph meurt en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Et c'est d'un empire englué dans ce